Donc, je vais laisser la parole au docteur Vincent Perel. Et juste, je vous rappelle, si vous ne posez pas de questions, alors à la table ronde, peut-être qu'on pourra voir si on n'est pas trop nombreux pour poser des questions. Vous coupez votre micro et Vincent va vous expliquer comment poser des questions et il va les corriger au fur et à mesure de la présentation. Merci Vincent. Merci Charles. Voilà, je vous remercie tous d'être avec nous pour ce webinaire consacré au Mycoplasma pneumoniae et à l'épidémie actuelle. Donc, c'est le premier webinaire du CRATB et donc vous essuyez un petit peu les plâtres, mais tout va bien se passer. Alors Charles, pour commencer, on va vous présenter très succinctement le CRATB en lui-même, donc au sein duquel je suis le médecin généraliste, si je puis dire. Le CRATB, vous le connaissez maintenant, c'est le centre qui est d'une création récente, puisque les actions ont commencé surtout en 2023. Le financement est intégralement celui de la part de l'ARS, et bien sûr la finalité, vous la connaissez aussi, c'est la baisse des consommations d'antibiotiques globalement pour pouvoir lutter contre l'antibiorésistance, puisqu'on sait que ces deux variables sont extrêmement corrélées. Bien sûr, pour parvenir à cet objectif final, on peut, je parle du concept de réponse infectiologique globale, avec tout un tas de termes que vous connaissez ou que vous allez apprendre petit à petit à connaître. On fait notamment des formations, on essaie d'établir un réseau d'experts et de référents hospitaliers, mais également de libéraux, de médecins libéraux, c'est très important, de généralistes et de pédiatres en ville pour pouvoir s'appuyer sur des choses solides. On fait des actions qui sont tournées vers les 3 secteurs de soins, ça c'est très important, avec le secteur hospitalier, le secteur de ville et les établissements médico-sociaux. Le bon usage des antibiotiques, c'est notre champ d'action privilégié, mais on a aussi la prévention et le contrôle des infections, donc tout ce qui est plutôt la vaccination. Et un dernier point, c'est les actions vers le grand public, car on ne gagnera pas la bataille sans l'aval et l'accord de nos patients. Je vous présente sur cette dernière diapositive l'équipe restreinte du CRATB sur le secteur bordelais, avec de gauche à droite le docteur Marin Lawati, pharmacien hospitalier, moi-même, le docteur Duc Nguyen, infectiologue au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Bordeaux, et enfin celui qu'on ne présente plus, le professeur Cazenave, qui est en tête de gondole. On peut continuer. Alors, je vous remercie encore. On vous souhaite un bon webinaire. Les deux intervenants pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est donc le professeur Cazenave et le docteur Nora Pouet, pédiatre infectiologue au CHU de Bordeaux, avec un tropisme particulier pour les maladies respiratoires. Et je les remercie tous les deux, bien évidemment. Pensez à couper vos micros et surtout à m'adresser vos questions via le chat. J'essaierai, comme l'a dit Charles, de les répertorier et de les répercuter en fin de webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent. Donc merci encore une fois d'être fidèle à ce premier rendez-vous et merci Vincent qui est parti donc colliger les questions pour avoir organisé cela au sein du CRATB. Merci à toutes les personnes qui sont connectées et à toutes les personnes qui ont fait la publicité. Une dédicace pour le professeur Cécile Bébéard, donc j'y reviendrai après, qui a partagé avec moi quelques diapos et qui pourra également intervenir s'il y a des questions plus microbiologiques. Et merci à Nora qui est là aussi pour nous aider. Et la spécificité de ce webinaire, c'est d'avoir une pédiatre infectiologue et je pense que vu la problématique, c'est intéressant. Donc pour ma part, j'aborderai plutôt les introductions de microbio d'épidémiaux pour resituer quand même le sujet rapidement, la clinique de l'adulte et les principaux messages thérapeutiques de l'adulte. Donc rapidement, donc je remercie pour les premières diapositives le professeur Cécile Bébéard. En termes de microbiologistes, on vous rappelle qu'on est sur des mycoplasmes qui sont les plus petites bactéries capables de réplication autonome avec des tout petits génomes, qui n'ont pas de parois, donc bêta-lactamine inactive, et qu'on décompte 5 espèces qui ont un pouvoir pathogène. Et celle dont on va parler aujourd'hui, si monsieur ou madame Mario pouvez couper son micro, merci. Et si Vincent, tu peux vérifier aussi. Merci. L'espèce dont on va parler étant Mycoplasma pneumoniae, et je ne peux plus m'empêcher de mettre en gras celle qui m'est également chère, et notamment à Cécile Bébéard, Mycoplasma genitalium, qui est à l'origine d'IST. C'est bon, Vincent? Tu arrives à neutraliser les micros? Ok.
Alors, en termes d'épidémiologie, tout est résumé sur cette diapositive et avec Cécile Bébert, on remercie le réseau rénal. Vous voyez bien que nous avons le Covid qui débute ici et que pendant 2 ans, quasiment aucun diagnostic d'infection à Mycoplasma pneumoniae sur le territoire. Et on reverra après comment l'évolution en général se fait. Et on voit bien qu'à partir de début 2023, une augmentation exponentielle pour atteindre des chiffres de 6% de prélèvements positifs. Excusez-moi encore une fois, pensez bien à couper vos micros, ça fait des interférences. Vincent essaie de les couper, mais je crois qu'il n'a pas la main. Merci beaucoup. Si on regarde de façon plus précise ce qui s'est passé en 2023, vous voyez bien que le nombre de positifs n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure de l'année. Donc, le pourcentage de positifs, ils sont représentés ici. Vous voyez qu'on a eu un maximum de 7,3% des prélèvements positifs et que ça a donc augmenté jusqu'à la semaine 52 et qu'on est toujours dans le pic épidémique. Alors, juste, je vais faire. Sinon, tu peux voir. Donc, pour ce qui est des diagnostics en ville, puisque ça va être surtout ce qui va intéresser nos collègues de ville, comme vous le savez, la PCR Mycoplasma pneumoniae, j'y reviendrai, n'est pas forcément prise en charge, donc elle est difficile d'accès. Donc, on voit que quand même certaines PCR sont réalisées et on voit en bleu que le nombre de PCR positives augmente dans l'année. Et la méthode, j'y reviendrai, que vous avez plus facilement étant donc la sérologie. Et là aussi, on peut voir en bleu que les IgM, immunoglobulines de type M positive, augmentent également progressivement dans l'année. Alors, excusez-moi, j'ai voulu faire quelque chose, j'aurais pas dû. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. Excusez-moi. Hop. Donc, le diagnostic microbiologique, il va être dans les laboratoires spécialisés un diagnostic direct, mais une culture, comme le dit souvent Madame Bébéard, très rarement faite et fastidieuse. Voilà ce que ça peut donner. Mais la méthode de référence étant des tests d'amplification des acides nucléiques, ce qu'on appelle des TAN, que l'on appelait avant des PCR, qui sont plus sensibles que la sérologie au stade précoce d'infection et hélas qui pour l'instant ne sont pas remboursés en ville et donc peuvent être facturés lorsque vous les demandez jusqu'à presque parfois 60 à 80 euros. Donc si vous voulez vraiment le faire, il faut quand même prévenir le patient. Alors, il vous reste le diagnostic sérologique pour ceux qui ne travaillent pas dans des centres hospitaliers, qui est surtout intéressant pour des diagnostics rétrospectifs, puisque dans l'infection aiguë, les IgM apparaîtront que 10 jours après le début de l'infection, et c'est le seul examen microbiologique qui est remboursé sur un prélèvement sanguin. Donc, la méthode, c'est une méthode immuno-enzymatique, et l'intérêt, comme toute sérologie, est d'avoir 2 sérums collectés à 15 jours d'intervalle pour voir justement comment évoluent les IgM, les IgG, et évaluer éventuellement la séroconversion. Donc souvent, c'est du diagnostic rétrospectif. Sauf si c'est un prélèvement initial et que vous avez beaucoup d'IgM et très peu d'IgG, où là, ça pourrait être orientant, mais il faut un dialogue avec votre biologiste quand même pour interpréter cette sérologie. Donc au total, si on résume cette partie, les techniques de type PCR sont les plus sensibles que la sérologie ou la culture. La sérologie reste encore très réalisée malgré un intérêt limité parce que c'est le seul examen remboursé. Dans l'idéal, et c'est ce qu'on fait nous souvent à l'hôpital, c'est de coupler les deux méthodes pour augmenter au maximum la sensibilité, le prélèvement respiratoire associé au prélèvement sérologique. Donc, je passe maintenant à la partie clinique avec juste un petit mot d'épidémiologie pour rappeler quand même, puisqu'on a vu que pendant 2 ans, il ne s'est rien passé, mais c'est la deuxième cause de pneumopathie communautaire, après le pneumocoque, qui va toucher essentiellement les enfants et les adultes jeunes. C'est pour ça que Nora est avec moi aujourd'hui, et qui en général évolue sur un mode endémique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelques petits diagnostics, avec parfois des poussées épidémiques tous les 4 à 7 ans. Et là, comme le dirait Madame Bébéard, on est sur une poussée épidémique assez historique par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. L'incubation, ça c'est intéressant pour nos amis cliniciens, elle est de 2 à 3 semaines en moyenne.
Alors, la cible principale étant le tractus respiratoire, on va s'infecter donc par les voies respiratoires. On aura majoritairement des trachéobronchites bénignes et dans certains cas, des pneumopathies qu'on qualifie de atypiques. Donc, je vous rappelle que le terme d'atypique vient historiquement de l'absence de réponse pénicilline que l'on donnait dans les pneumonies à pneumocoque. Et quand ça ne répondait pas, on disait qu'on avait une pneumopathie atypique. Et puis, on a décrit petit à petit ces organismes ou ces micro-organismes comme mycoplasme, comme chlamydia, éventuellement coxiella pour la fièvre Q. Le mycoplasme est représenté ici. Vous voyez qu'il a à son extrémité un type donc, qui lui permet de se fixer sur les cellules épithéliales. Et une fois qu'il est fixé, il va sécréter une toxine de type CARDS. Et comme nous l'a appris également Cécile Bébéar, cette toxine ressemble à la toxine de Bordetella pertussis, donc cette toxine de la coqueluche, et va entraîner le tableau de pneumopathie avec la symptomatologie. La symptomatologie qu'on oppose traditionnellement à celle du pneumocoque, avec un état général plutôt conservé, une fièvre modérée, une toux, et là on est souvent sollicité pour les toux qui peut persister longtemps après la guérison, et un syndrome inflammatoire biologique modéré. Mais ça, notre amie Nora y reviendra pour illustrer ce point qui je sais, vous pose question. Selon l'âge, les tableaux seront variables. Donc, je laisse Nora parler des tout petits. Les entre-deux, ce qu'on peut être amené à voir, c'est-à-dire nous, les 15 ans et 3 mois en théorie à l'hôpital, c'est-à-dire les ados, eux vont avoir le plus fréquemment des pneumonies plus ou moins associés à des épanchements, des facteurs de gravité étant des facteurs d'immunodépression comme l'asplénisme ou l'hypogamma-globulinémie. Les adultes, donc c'est-à-dire ceux qu'on voit aussi souvent maintenant, qui ont la vingtaine, hein, donc des jeunes adultes, vont présenter des pneumonies dans 3 à 10% des cas d'infection à Mycoplasma pneumoniae, qui touchent un ou plusieurs lobes, avec classiquement un syndrome interstitiel, mais pas que. Il peut y avoir des radios un peu piégeantes, on en verra des classiques, mais on peut un peu tout voir. Attention en ce moment, et on y reviendra peut-être aux co-infections. On peut être infecté à Mycoplasma pneumoniae et à pneumocoque, à Mycoplasma pneumoniae et à VRS, à Mycoplasma pneumoniae et à SARS-CoV-2, donc attention à ça. Les facteurs de risque étant le tabac et les facteurs de gravité, les personnes âgées. Pourquoi? Parce que mycoplasma a l'image d'une pneumopathie du sujet jeune, et on avait fait un travail avec Cécile Bébéar et Bicham Moït qui montrait qu'on en avait aussi chez les personnes âgées, et peut-être comme on n'y pense pas d'emblée, et peut-être comme on ne pense pas forcément à mettre un macrolide chez les personnes âgées, en plus de leur immunosénescence, vont développer des tableaux un peu plus graves. Ce qui a été le déclencheur de cette alerte entre guillemets épidémique, c'est qu'on a vu, et notamment on a vu ça dans les gros centres comme la Pitié, très rapidement des tableaux de type syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc qui reste très rare de ces infections, mais comme on en voit beaucoup actuellement, forcément on les voit un peu plus, et qui amènent donc les patients en réa. Et enfin, ça peut soit être à l'origine de l'asthme ou déclencher des crises d'asthme chez les plus jeunes, mais peut-être que Nora en reparlera. Donc, de ce fait, la HAS a sollicité plusieurs experts, dont Cécile Bébéar, les pédiatres, les infectiologues et ainsi de suite, les pneumologues, bien évidemment, pour rédiger avant les vacances de Noël, puisqu'on s'est dit qu'à Noël, ça serait un peu comme le Covid, propice à disséminer nos mycoplasmes, des recommandations. Donc, la première, c'est qu'au regard du contexte épidémique actuel, il faut penser à une pneumonie à mycoplasme devant un tableau de pneumonie aiguë communautaire d'installation progressive, parfois accompagné de signes extra-respiratoires, ou bien devant une pneumonie aiguë communautaire avec échec d'une antibiothérapie par amox ou amoxacide clave à 48-72 heures. Le point 2, en cas de suspicion clinique forte de pneumonie à mycoplasma pneumoniae, une antibiothérapie probabiliste par macrolide doit être débutée, on y reviendra, sans attendre les résultats de la radio pulmonaire. Et le point 3, devant une suspicion de pneumonie à mycoplasma pneumoniae, une radiothorax de face est indiquée pour étayer le diagnostic et rechercher des complications. Ça reste une recommandation assez habituelle dans les pneumopathies, même si je sais qu'en pratique, la radio n'est pas toujours simple à réaliser. Alors voilà par l'exemple ce que l'on peut voir en termes iconographiques. Donc ici une radio typique de pneumonie à mycoplasme avec ce syndrome interstitiel diffus qui est très différenciant de la PFLA à pneumocoque. Voilà ici un petit cas clinique qu'on a eu récemment dans le service et qui a eu son petit quart d'heure de gloire puisqu'il est passé au magazine de la santé avec notamment Cécile Bébéar pour illustrer la vision d'un patient. Donc j'étais d'astreinte ce week-end-là et j'ai été appelé par une clinique des environs de Bordeaux pour un jeune homme de 23 ans qui après 7 jours d'amoxicilline se présentait pour une pneumopathie qui persistait.
Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que l'urgentiste me dit, oui, il a une saturation à 90% sous 4 litres. Je me dis, ah oui, quand même, c'est pas fréquent. Et surtout, vous voyez, cette PO2 en air ambiant à 60 mm de mercure. Donc, on a accueilli ce jeune homme qui avait, par rapport à ce que je vous ai dit au début, perdu 12 kilos en 10 jours, qui était au fond du seau et qui avait, vous voyez, ce scanner très typique d'une pneumopathie interstitielle diffuse et bilatérale. On l'a mis d'emblée sous macrolide et les choses sont rentrées dans l'ordre assez rapidement et on l'a revu dans le reportage du magazine de la santé où il commençait à aller mieux, mais il décrivait sa toux, sa dyspnée. Donc là aussi, il faut bien rassurer les patients que la symptomatologie peut persister dans le temps. Et enfin là, les tableaux les plus extrêmes, à savoir les syndromes de détresse respiratoire aiguë Oui, qui peuvent amener… oui. Bah, moi, j'ai pas mis mon Excusez-moi. nom de famille, je veux pas que les gens le sachent, mais tu mets. Coupez votre micro, désolé, je ne peux pas le faire moi-même. Tu fais Merci. ce que tu veux, enfin, tu mets ce que tu veux. Tu peux J'ai pas, vu ouais, ton truc faudra- là devant, ça m'avait pensé à une saucisse. tu peux pas neutraliser. Excusez-nous pour les interférences, on ne peut pas couper le micro. Je ne sais pas si Monsieur Viard peut le faire pour nous. Donc voilà un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë en bas à gauche. Alors, les formes respiratoires vont faire tout l'intérêt de cette infection pour nous, cliniciens, parce que ça va rendre le tableau un peu plus complexe. Dans un quart des cas, il y aura des formes extra-respiratoires qui sont surtout liées à des réactions auto-immunes par des homologies antigéniques entre des protéines d'adhésine et des antigènes des cellules eucaryotes. Et il faut qu'il faut retenir que ces manifestations extra-respiratoires peuvent apparaître avant ou après l'atteinte respiratoire et même ce qui peut être à l'origine de retard diagnostique sans qu'il y ait d'atteinte respiratoire. Donc, dans cette période épidémique, il y aura des signes extra-respiratoires sur lesquels il faudra rester vigilant et je vais vous les montrer. Donc, là, c'est un tableau très exhaustif de tout ce que l'on peut voir. On ne va pas tout détailler. Donc, c'est extrait de mon doctorat d'université qui avait été dirigé par le professeur Cécile Bédéard. On va focaliser sur les deux premiers points. Les formes cutanées qui sont les plus fréquentes et les moins graves, le plus souvent, et les formes neurologiques qui sont les plus rares, mais les plus graves. Dans les formes cutanées neurologiques, je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Ensuite, les formes rhumatologiques, le plus souvent dans ces pneumonies, il peut y avoir des myalgies. Pensez également, s'il y a des cardiologues, à des formes de type péricardite ou myocardite. La classique anémie hémolytique auto-immune à anticorps à glutamine froide. Et enfin, et c'est là ce qu'on a eu aussi dans cette épidémie, des signes de type otite qui peuvent être des portes d'entrée, enfin des pistes sur une infection à mycoplasme, c'est pas classique. Et on a eu un cas récemment de mycoplasme neurologique qui avait commencé par une otite. Donc là aussi, il faut bien être vigilant sur tout cela. Alors sur le plan neurologique, rapidement, c'est très rare, c'est 0,1% de l'ensemble des infections. C'est particulièrement grave lorsque ça atteint le système nerveux central. Et en général, c'est 1 à 2 semaines après le début des signes respiratoires. Mais dans un cas sur 5, il n'y a pas de signes respiratoires lors des symptômes neurologiques, ce qui fait la difficulté. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des encéphalites et des méningoencéphalites. Et si l'on regarde des cohortes d'adultes, on voit que c'est une étiologie assez rare, comme la première cohorte qui est citée ici. Si on regarde des cohortes pédiatriques de méningoencéphalite, on voit que l'étiologie est plus fréquente et c'est même parfois, pour certains, l'une des causes les plus fréquentes de méningoencéphalite des sujets jeunes. Les autres atteintes, vous voyez que c'est une liste à l'après-vert, donc je ne vous citerai pas tout ça, vous pourrez le regarder tranquillement sur le diaporama en ligne sur le site du CEPIAS. Juste rappeler, comme beaucoup d'agents infectieux, on peut avoir des encéphalomyélites aiguës disséminées de type ADEM, et on a été contacté récemment pour un jeune qui a fait une hémiplégie brutale dans le cadre d'une ADEM, et également des Guillain-Barré. Alors la physiopathologie, elle est majoritairement auto-immune, plus que liée à la bactérie, par des mimétismes, par production d'anticorps antigangliosides qui ont un mimétisme moléculaire entre un épitope glycolipidique de Mycoplasma pneumoniae et des glycolipides de la myéline. La PCR Mycoplasma pneumoniae dans le LCS est exceptionnellement positive. Elle le serait dans les formes neurologiques très précoces, mais comme on voit souvent des gens à une période assez tardive, elle est en général négative. Et là aussi, il faut rassurer vos réanimateurs, rassurer vos rééducateurs. Alors, on n'a pas beaucoup d'expérience et de recul, mais les quelques expériences et reculs, c'est que l'évolution, en général, elle est très lentement favorable. Ça peut être assez long.
mais quand les jeunes patients sortent de là, ils récupèrent souvent sans séquelles. Et le dernier cas qu'on a eu, c'était ce qui s'est produit. Dès qu'il est sorti de réa, il avait quasiment tout récupéré. Alors, un mot sur les formes dermatologiques, s'il y a des dermatos et des pédiatres connectés. C'est les formes les plus fréquentes dans un quart des expressions extra-respiratoires qu'on appelle maintenant des MIRM pour Mycoplasma Induced Rash and Mucositis, qui vont être très polymorphes, de forme très bénigne, avec le classique érythème polymorphe, j'y reviendrai tout à l'heure, jusqu'à des formes plus graves, ce qu'on appelle les dermatoses bulleuses. Attention aux stomatites bulleuses qu'on a vu beaucoup actuellement, qui peuvent être interprétées comme des gingivostomatites herpétiques, mais qui peuvent être dans l'épidémie actuelle plutôt du mycoplasme, et bien évidemment au Steven Johnson, qui sont les formes les bulleuses les plus graves. Et en fonction de l'étiologie, entre un mycoplasma pneumoniae et une autre étiologie, des équipes ont fait des études. Et l'érythème polymorphe, dans le cadre du mycoplasme, on verra des photos de l'équipe d'Olivier Chosidoff à Créteil, sont en général des lésions plus diffuses, moins typiques, avec plus de mucite. Et en revanche, les syndromes de Steven Johnson associés au mycoplasme par rapport aux toxidermies ont un meilleur pronostic. Donc voilà une publication d'Olivier Chosidoff à partir de 33 érythèmes polymorphes induits par Mycoplasma pneumoniae par rapport à 100 érythèmes polymorphes d'autres étiologies. Donc les mots-clés diffus, atypiques, comme vous voyez ici, on n'a pas vraiment la lésion typique en cocarde, mais plus une vésiculopustule, et cette atteinte des muqueuses. Alors on a vu pas mal d'atteintes des muqueuses orales, mais il peut y avoir également ophtalmo. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment à la frontière entre l'érythème polymorphe et le Steven Johnson, voire même, vous voyez ici, au niveau du gland. Alors j'entends des commentaires. Oh là là. Donc si la personne peut couper son micro, mais c'est vrai que c'est, comme dit Cécile Bébert, assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de thérapeutique? Alors on rappelle les grands principes et Nora le fera. Dans la majeure partie, si on peut, vu que ce sont des formes bénignes, ne pas mettre d'antibiotiques, forcément le CRATB, Vincent, va dire de ne pas mettre d'antibiotiques. On va, comme le dit également les RECO-HS, traiter essentiellement les pneumonies, voire certaines formes extra-respiratoires graves, mais en général, ces patients, ils passeront de l'ambulatoire à l'hospitalier. Ce que j'aime bien à dire, et c'est facile à retenir, pas de paroi, pas de chocolat, ou pas de paroi, pas de bêta-lactamine. Dans ces cas-là, on va utiliser 3 antibiotiques dirigés contre les atypiques, et comme dans le bachelor, il y a 3 candidats. Donc, les 3 candidats sont les macrolides, les cyclines et les quinolones. Et comme dans Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Et quel était celui qui a été retenu par la HAS? Encore une fois, pour vous qui êtes amenés à gérer majoritairement des patients ambulatoires, le message important, c'est d'épargner les fluoroquinolones dès que possible, et notamment dans ce cas-là, la lévofloxacine. Les formes non graves sont ambulatoires et la première classe à utiliser étant les macrolides avec en premier, si vous voulez, la clarithromycine sur 5 jours ou bien l'azithromycine qui a des avantages, à savoir une activité in vitro supérieure, une demi-vie plus longue et des traitements plus courts avec la posologie qui vous est décrite et des alternatives que l'on propose parce qu'actuellement il y a des ruptures de stock sur les macrolides avec des durées qui sont plus ou moins variables, qui sont la spiralicine, la roxitro et la pristina. Pour ceux qui sont hospitaliers, il y a un message également sur des tensions d'approvisionnement de la Spira IV qui est beaucoup utilisée par les urgentistes. Et donc nous, par exemple, on a fait circuler au sein du CHU de Bordeaux un message pour limiter la Spira IV, pour se la réserver pour des formes graves de mycoplasma pneumoniae. La durée, donc, elle va être variable selon le macrolide ou apparenté de 5 à 10 jours. Et là aussi, on va essayer de préserver la pristinamycine qui a un spectre plus large. La doxycycline, rapidement, c'est l'alternative quand on a une allergie au macrolide ou bien quand on a un échec à 48 à 72 heures d'un traitement par macrolide ou apparenté ou exceptionnellement quand vous savez que la souche est résistante au macrolide, ce qui est quand même très rare actuellement en France. La posologie, 200 mg par jour pendant 7 jours et le CRAT dit que l'on peut également prescrire les cyclines pendant le premier trimestre. Au total, comme dans toute pneumonie, pensez à réévaluer votre traitement à 48-72 heures et dans le cas contraire, il faut réévaluer l'antibiothérapie ou si le patient se dégrade, en référer à un spécialiste. Pour conclure ma partie, je vais dire que ce sont des infections actuellement très fréquentes. On est dans un pic épidémique et Madame Bébert nous dit qu'on n'est pas prêt d'en sortir dans les jours à venir.
qu'il faut y penser s'il y a un contexte épidémiologique, le jeune âge, le fait d'être en sujet contact, par exemple pour un sujet plus âgé qui garde des enfants en bas âge, la radio si possible, la microbio, on a vu le problème de la PCR qui est pour l'instant non remboursée en ville, la clinique, il faut rappeler encore une fois qu'on a des formes essentiellement bénignes, des pneumonies plutôt chez les enfants ou les ados, et dans un quart des cas, des formes extra-respiratoires, et la thérapeutique repose essentiellement sur les macrolides, avec comme alternative la doxycycline. Et je termine comme toujours par une diapositive du bassin d'Arcachon, donc côté Cap Ferré, donc le village de l'Herbe, pour vous remercier. Et je passe la parole à Nora et je reviendrai pour les questions s'il y en a. Et encore, merci beaucoup d'avoir été présent. Donc, merci déjà à Charles et à Vincent de me permettre de parler là, du mycoplasme chez l'enfant lors de cette épidémie. On ne pouvait pas parler du mycoplasme chez l'enfant sans déjà reparler des difficultés diagnostiques de la pneumopathie de l'enfant et c'est par quoi je vais commencer. La consultation pour une toux fébrile associée à des signes de détresse respiratoire, c'est le top 1 des consultations en ambulatoire et aux urgences pendant les périodes hivernales. Et il va falloir faire la distinction entre différents tableaux cliniques que je vais synthétiser. Pour moi, il y a les dyspnées sifflantes qui sont soit la bronchiolite chez le petit, soit l'asthme. Je ne vais pas parler de l'asthme allergique, de l'asthme avec un trigger viral. Vous avez une dyspnée expiratoire, sifflante volontiers. On peut retrouver à l'auscultation des crépitants. On dit alvéolo-crépitants. Ils peuvent être secs, humides et c'est souvent associé à un fébricule. Le fébricule, c'est 24-48 heures, un 38-38-5. De l'autre côté de la diapo, à droite, vous avez vraiment le tableau clinique de pneumopathie et la elle est fine, elle est parfois difficile, les frontières sont poreuses. Ça peut être une dyspnée, c'est une dyspnée expiratoire. Il y a souvent dans les pneumopathies quand même sévères une bloc-nez. On peut écouter des crépitants, mais ce n'est pas du tout systématique et il y a souvent des sibilants associés. Tout ça avec un tableau de fièvre peut-être un peu plus prononcé. Donc le premier message, c'est que chez l'enfant, le diagnostic est difficile. Crépitant ne veut pas dire pneumopathie. Donc quand on a un tableau très typique dans une des 3 cases, on est à l'aise. Quand on est un peu frontière, il va falloir s'aider d'outils diagnostiques. Et là, il y a 2 questions. Il y a quand est-ce qu'on fait la radio et quand est-ce qu'on débute des antibiotiques. Donc déjà, dans les tableaux typiques de bronchiolite et d'asthme, normalement, il n'y a pas besoin de radio et il n'y a pas besoin non plus d'antibiotiques. Dès qu'on a un doute, dès qu'on a un enfant plus altéré, une fièvre plus élevée qui dure un peu plus, un foyer crépitant qui n'est pas levé par les bêta-2, il va falloir s'aider de la radio. Et quand on fait le diagnostic de la pneumopathie, est-ce qu'il faut traiter ? Eh bien, ce n'est pas si simple que ça en pédiatrie parce que au pneumocoque et au mycoplasme viennent s'ajouter tout un tas d'étiologies virales. Et là, je vous ai sorti ce papier là, 2015, qui est donc un gros papier paru dans le New England, qui reprenait justement la documentation de pneumopathie de l'enfant. Il y avait 2400 enfants de moins de 18 ans. Ils avaient tous un diagnostic radiologique de pneumopathie et on arrivait à faire la documentation dans 80% des cas. Et vous voyez que les 4 premiers agents sont des virus. Donc vous avez le VRS, le rhino, le métapneumo, l'adéno. Dans cette série, le mycoplasme vient en 5e position. Et après, il y a du para-influenza, de la grippe, du coronavirus et le pneumocoque tout à la fin de la liste. Vous voyez même que l'hémophilus n'apparaît même pas sur le diagramme, il est dans Others. Donc depuis qu'on a vacciné, depuis les grandes campagnes de vaccination et notamment depuis l'introduction du Prevnar 13 en 2010 en France, on a vraiment une inversion de l'épidémiologie avec une part belle aux étiologies virales et surtout chez les petits, surtout chez les moins de 5 ans et plus particulièrement chez les moins de 3 ans. Donc on s'expose au risque de surtraiter des virus qui auraient guéri tout seuls. Et là, c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est qui on va traiter et essayer d'épargner et comment on va les traiter. Quand vous faites le diagnostic de pneumopathie à l'aide de la radio de thorax et de votre clinique, il va falloir s'aider d'un faisceau d'arguments. La première chose, c'est l'âge. L'âge, vous le savez, on vient un peu de l'évoquer, le mycoplasme, il n'atteint pas toutes les tranches d'âge, il est plutôt chez les 5-15 ans, il est très très rare avant 3 ans. Donc avant 3 ans, je trouve que c'est un diagnostic qu'on ne peut pas évoquer.
Ensuite, c'est le tableau clinique. Bon, au milieu, il y a l'APFLA à pneumocoque. Ça, on connaît. 42 fièvres, un enfant altéré qui ne boit plus, une belle pneumopathie avec un syndrome alvéolaire à la radio. Tout le monde sera d'accord de mettre des bêta-lactamines. Et aux deux extrémités, il y a des tableaux un peu frontières. Chez le moins de 3 ans, un tableau plus progressif, avec un début souvent ORL, peut vous faire évoquer une étiologie virale. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas nécessité de traiter. Chez le plus de 3 ans, on commence, a fortiori chez le 5 à 15 ans, avec un début plus progressif, une fièvre qui dure, qui peut être intermittente, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, là, je vais vous montrer un peu des cas cliniques là, de cette épidémie, mais la fièvre, elle n'est pas forcément quotidienne. Dans la littérature, on utilise le terme de walking pneumonia. On voit que c'est des pneumonies qui s'installent doucement, qui peuvent être sévères avec une grosse fatigue, une grosse altération de l'état général. Et donc, elle peut être évoquée à partir de 3 ans. Et là, il sera nécessaire de traiter par des macrolides. Je trouve que là, c'est difficile de faire la part des choses et la question, elle s'est posée pas qu'à nous, elle s'est posée aussi dans la littérature. Comment faire la différence entre ces différents tableaux cliniques avec des agents différents? Il n'y a aucun symptôme qui est pathognomonique. Donc là, je vous ai remis les résultats d'une Cochrane qui est parue en 2012, qui a donc répertorié toutes les études sur le sujet. Et les résultats, ils ne sont pas concluants. La clinique, elle n'est pas assez fiable pour pouvoir prédire l'agent microbien. Il y a peut-être un peu moins de sibilants dans les pneumopathies à mycoplasme. Il y a peut-être un peu plus de douleurs thoraciques. Ce qu'on retrouve aussi souvent dans la littérature et finalement en clinique, c'est que la toux, elle est moins productive, elle est sèche, et c'est la durée de la fièvre qui est significativement plus longue qui doit vous faire évoquer. Donc, il va falloir combiner l'âge de l'enfant, la présentation clinique pour screener les enfants qui sont à haut risque. Et chez ceux-là, il faudra volontiers céder de la radio de thorax et du syndrome inflammatoire. Le mois dernier, aux urgences à Bordeaux, Emma, 7 ans, toux sèche et fièvre intermittente depuis 10 jours, avec des périodes d'apyrexie. Elle consulte aux urgences parce que apparition d'une gêne respiratoire depuis le jour même, avec une douleur thoracique. Elle est franchement dyspnéique, hein, elle est clairement polypnéique, hypoxique, avec des signes de lutte et il y a un doute sur des crépitants en basse gauche. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire et vous voyez donc la radio 6 juin, on a un beau syndrome alvéolaire là, du lobe moyen et puis c'est assez, il y a l'interstitiel aussi sur le lobe inférieur droit et une pneumopathie du lobe inférieur gauche avec un émoussement du cul-de-sac. CRP à 15, mycoplasme ou pneumocoque. Bon, là finalement, devant la fièvre, la CRP, ça s'interprète toujours en fonction du nombre de jours de fièvre. Là, on n'est pas à 12 heures de fièvre, on est à 10 jours. On était plutôt sur un tableau d'atypique. Et donc, en effet, elle a bien évolué sous Claritro et la PCR est revenue positive. Nous, en hospitalier, c'est pareil que vous. Finalement, on a accès au PCR, mais par contre, le résultat, on ne l'a pas dans la journée. Donc, on se base sur les mêmes critères qu'en ambulatoire. Deuxième tableau clinique, une jeune fille de 12 ans sans antécédent, vaccination à jour. Elle a un tableau qui dure depuis 14 jours. Il n'y a pas franchement de point d'appel respiratoire, elle ne tousse pas. Il y a plutôt un point d'appel digestif. Il y a eu 2 épisodes de diarrhée, elle a quand même perdu 5 kilos. Elle a consulté 3 fois son médecin traitant, qui a fini par demander une écho, qui retrouve seulement une adénolymphite mésentérique. Devant la persistance des symptômes, elle finit aux urgences. L'examen clinique est très pauvre. L'auscultation est normale, elle n'est pas franchement polypnéique, elle a une légère toux, mais à la mobilisation. On finit par faire la radio devant le contexte épidémique et vous voyez qu'il n'y a pas de doute sur le diagnostic de pneumopathie. Le syndrome inflammatoire, il est à 43 et donc là, je vous pose la question, mycoplasme, pneumocoque, j'avais même envie de rajouter BK parce que moi, je trouve que c'est ce que je me suis demandé. Eh bien, dans la littérature, on n'a pas de cut-off de syndrome inflammatoire. Donc, c'est difficile. On sait juste qu'ils ont moins de leucocytose, une CRP plus basse, mais on n'est pas capable de déterminer un seuil à partir duquel ça sera le mycoplasme ou bien une autre bactérie. Le message, c'est qu'il ne faut jamais méconnaître le pneumocoque. Donc, au moindre doute, devant une pneumopathie avec un syndrome inflammatoire intermédiaire ou un enfant qui vous paraît altéré, il faudra débuter par les bêta-lactamines parce que le pneumocoque, ça tue. Et les résistances actuelles du pneumocoque pour les macrolides, elles sont élevées en France. Il y a quasiment un quart des pneumocoques qui sont résistants aux macrolides, donc ce n'est pas une bonne antibiothérapie. Et il faudra réévaluer vos patients. Il s'avère qu'on avait l'antigénurie pneumocoque qui était négative et la PCR est revenue positive pour cette patiente aussi, donc c'était un mycoplasme.
hospitalisations, ce sont que pour les autres pneumopathies de l'enfant, hein. Donc il n'y a pas de changement. Il faudra faire attention au terrain. Bon, ce qui est publié, c'est plutôt les mois, il faut un recours hospitalier. En réalité, en fonction de votre pratique clinique, mais on en voit les moins de 3 mois, mais pas forcément les moins de 6 mois. Les pathologies sous-jacentes, un asthme sévère ou autre cardiopathie. Le contexte, comme toujours en pédiatrie. L'intensité des signes de lutte et de la détresse respiratoire avec la tachypnée, l'aspect septique de l'enfant. Le refus alimentaire qui nécessitera probablement une aide à l'alimentation et des critères radiologiques, un épanchement pleural, une image d'abcès, même si ça ne se voit pas, enfin si ça peut, mais ce n'est pas très fréquent, et une pneumopathie étendue. Ce sont les mêmes que pour les autres étiologies. Si on fait un peu la synthèse de notre démarche diagnostique en pédiatrie, le premier message, c'est qu'il va falloir s'aider de la radio. Peut-être, contrairement à l'adulte, elle sera d'une grande aide. Vous faites combiner l'âge avec un début viral, un enfant qui n'est pas franchement altéré, vous pouvez vous permettre de ne pas débuter d'antibiotiques. Par contre, le maître mot, ça va être la réévaluation. À 48 heures, s'il est toujours fébrile, il faudra débuter une bêta-lactamine. Si vous avez un tableau franc de PFLA, il n'y a pas de question, ça sera de l'amoxicilline. Je fais juste une petite aparté. Chez l'enfant aussi, on est sur des durées courtes, donc 5 jours d'amoxicilline pour un pneumocoque, c'est maintenant suffisant quand ils évoluent bien. Et chez le plus de 3 ans, avec un début progressif ou des signes qui peuvent vous faire évoquer le mycoplasme, et particulièrement chez les 15-15 ans, si vous êtes certain de votre coup avec une CRP basse, on peut débuter par un macrolide. Il faudra toujours le réévaluer à 48 heures pour vous assurer que vous n'avez pas de pas méconnaître le pneumo. La réévaluation de la fièvre et de l'aggravation clinique. Si aggravation clinique, on refait la radio. S'il y a un épanchement, c'est les urgences. S'il n'y a pas d'épanchement et qu'il y a seulement de la fièvre, on peut opérer un switch de molécules. Je vous remercie pour votre attention et maintenant on va être disponible pour toutes vos questions. Alors, donc, Vincent va se mettre sur son petit tabouret. Oh, comme tu veux. Allez, ok. Alors, donc, Vincent, merci beaucoup. Merci déjà. On est très touchés parce que on a dépassé la barre des 100 connexions. Donc, merci Nora et merci Vincent. C'est grâce à tout ce que vous avez fait. Et donc, Vincent va poser les questions qui ont été colligées. Et puis, n'hésitez pas, si après il y a d'autres questions, on pourra peut-être les poser au micro. Et puis, comme Cécile Bébéard est là, s'il y a des questions plus spécifiques, on n'hésitera pas à lui donner la parole aussi. Merci. Oui, j'ai noté une question relative à l'épidémie actuelle, savoir quelle était la fréquence des épidémies Mycoplasma pneumoniae en France, puisqu'on a retranscrit qu'aux Pays-Bas, par exemple, il y avait des épidémies régulièrement toutes les 3 à 5 ans. Est-ce que c'est la même chose sur notre territoire? Quelqu'un sait répondre? Cécile, tu as branché ton micro, tu veux Oui, Allez, vas-y. très bien. Tout d'abord, bravo Charles et Nora pour vraiment ce point de grande qualité qui va sûrement aider nos collègues. Alors, oui, en effet, on décrit des épidémies tous 3 à 7 ans, et notamment les Pays-Bas, mais surtout l'Europe du Nord et le Danemark, parce qu'ils ont un système de surveillance nationale, ce qui n'est pas le cas en France. Donc en France, on n'a pas forcément vu la dernière épidémie en Europe du Nord qui a eu lieu en 2019 parce qu'on n'a pas le système adéquat. Mais quand même, le réseau rénal nous a montré qu'il y avait eu un pic d'infection à Mycoplasma pneumoniae en 2019. Et comme vous l'a montré Charles, depuis jusqu'à cet été, plus rien. Merci. On a eu une question aussi concernant les infections à Mycoplasme pneumoniae dans les infections associées aux soins au niveau du CHU. Charles, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Ouais, on a fait un travail avec les hygiénistes, la SF2H justement, pour un peu anticiper cela sur les mesures à prendre. Donc, on n'a pas eu tant de cas que ça d'infections associées aux soins et Cécile complétera mon propos. Mais en tout cas, ce qui a été clairement dit, c'est que les mesures classiques que l'on adopte actuellement dans les services, à savoir le masque chirurgical pour le patient et pour le soignant, sont les mesures recommandées actuellement pour justement limiter ces cas. Mais on en a quand même beaucoup moins que des grippes ou des Covid nosocomiaux, quoi. Très bien, merci aussi. J'ai noté une question de la part de Dr Debelex sur la sensibilité actuelle de la PCR chez l'enfant pour la détection du Mycoplasma pneumoniae.
Alors, peut-être Dora, je le réponds, Ouais. Cécile complétera. Je pense que Cécile peut compléter. Je pense que la sensibilité, elle est surtout liée à la technique. Je sais, Cécile, que je vous ai déjà entendu parler de ça. La difficulté, c'est les couvillons nasopharyngés chez l'enfant. Et on s'expose en fait à des faux négatifs si la technique n'a pas été bien réalisée. Mais je laisse Cécile compléter. Oui, merci Nora. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est quand même, comme l'a dit Charles, hein, la technique la plus sensible dans l'infection précoce. C'est une infection diffuse de tout l'arbre respiratoire, donc on peut retrouver tout à fait une PCR au niveau rhinopharyngé ou oropharyngé positive alors qu'il y a une atteinte de pneumonie. Néanmoins, en fonction de l'inoculum de la bactérie et puis de comment a été fait le prélèvement, on peut avoir par exemple une PCR nasopharyngée négative avec une PCR sur expectoration qui sera positive le lendemain. Donc, il ne faut pas hésiter à redemander un échantillon avec la limite de l'absence de remboursement en ville. Merci. Je pense qu'il y a encore une question pour Nora, notre pédiatre. Je vois quelle est la place de la biologie chez l'enfant, notamment NF-CRP pour le diagnostic. Tu en as déjà un peu parlé, mais peut-être… Oui, à mon sens, elle a quand même une grande place. Enfin, le syndrome inflammatoire, c'est vraiment ce qui va nous aider en termes d'outils diagnostiques. Je sais qu'il y a quelques cabinets, mais peu encore, qui sont équipés de micro-CRP. Mais sinon, nous, on voit arriver des enfants de libéral qui ont fait une en ville. Et je pense que dans une pneumopathie, avec une fièvre traînante depuis plusieurs jours, un enfant qui n'est pas tant altéré, la CRP, elle est fondamentale parce qu'avec une CRP basse, je dirais entre 10 et 20, on n'a pas beaucoup de chances de méconnaître le pneumo. Donc oui, à mon sens, ça a vraiment du sens comme outil diagnostique. Très bien. Et tu avais insisté aussi sur la place, non pas de la biologie, mais de la radiographie. Ouais. Et il faut qu'on essaie d'en avoir quand même en ville, même si c'est pas si évident. Alors, au niveau des résistances aux macrolides pour la bactérie concernée actuellement, je ne sais pas si on peut faire un point là-dessus un peu plus précis. Ben, on a Cécile, on va en profiter, c'est la papesse. Alors, on lui rend la parole. Merci Charles. Non, là, je peux être tout à fait rassurante. Hein. Donc, nous suivons de façon très active la résistance aux macrolides depuis la réémergence de l'épidémie et on est toujours à 2,5% de résistance. Ça ne bouge pas pour l'instant et on suit ça de près. Voilà. Très bien. Alors, on a, Vas-y, je t'en prie. parce qu'on a une question clinique et peut-être une question microbio qui va être liée. Il y a une question clinique de Léa qui est en dermato et qui, comme beaucoup de dermatos, je pense, voit beaucoup plus des formes dermatologiques et notamment des Steven Johnson, comme elle dit, et des Lyell, dont certains en réa, et ce qui n'était pas le cas en 2019 lors du dernier pic épidémique. Et elle demandait s'il y avait des spécificités de la souche actuelle. Donc, Cécile, tu vas nous voir venir. Moi, je sais à peu près de la réponse, mais je préfère que ce soit toi. Et juste au-dessus, une question qui va être un peu pareille, c'est est-ce que le génome est stable ou variant avec une périodicité des mutations? Je pense que les deux sont un peu liés. Tout à fait. Alors, pour répondre à Léa qui nous a contactés et je lui avais indiqué ce webinaire, donc je suis ravie, Léa, que vous ayez pu vous connecter. Non, pour l'instant, on n'a aucune information qui nous permette de dire qu'on a une souche, la circulation d'un flot est une souche sévère. Et j'ai assisté à une présentation d'un collègue suisse hier qui faisait un point plus général. Et pour l'instant, dans ce qui a été vu, il n'y a pas plus d'atteintes sévères que dans des épidémies précédentes. Le seul point, c'est qu'il y en a en même temps. Donc, c'est plus la fréquence. Et en 2019, on n'avait pas du tout une telle épidémie en termes de nombre de cas. Et alors, c'est ça. Le variant, une périodicité des mutations. Alors, le mycoplasme, ils ont des petits génomes, mais avec une capacité de muter assez facilement parce qu'ils n'ont pas les systèmes de réparation de l'ADN qui correspondent. Et ce qu'on sait montrer, c'est qu'il y a une périodicité dans le type de souche qui circule. Et en fonction de l'épidémie, eh bien, c'est un type qui circule plus qu'un autre, ce qui explique que la population va s'immuniser contre le type circulant, et puis à un moment donné, elle perd son immunité. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle épidémie qui démarre.
Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est nous, mais c'est vrai que le son de Cécile est un petit peu robot, mais c'est pas sa voix, je vous rassure. Mais c'est peut-être nous, et j'espère que. Mais on a entendu le message. Donc voilà, c'est peut-être nous qui n'avions pas un bon son. J'espère que tout le monde a compris. Ouais, donc c'est apparemment Léa a compris et te remercie. Voilà. Merci, bien. Cécile. Il me semble qu'il y a dans le chat une question sur les durées et les posologies Ah oui. en pédiatrie. Alors, je voulais juste dire que tout ça a été mis à jour dans les sites de référence auxquels la médecine de ville a l'habitude de se référer. Mais si tu as quelque chose à préciser. Ah oui, oui, c'est que c'est pas. Ça, c'est l'ancienne posologie. La question, C'est la durée. c'est la durée de 10 à 15 jours. Ouais, les durées pédiatriques, c'est les mêmes, enfin, c'est les mêmes que les durées adultes. Et donc maintenant, on est sur une durée plus courte de macrolide et il n'y a pas de raison de faire plus long chez l'enfant. À ce propos, la doxie, je voulais vous le dire, voilà, la doxie est maintenant autorisée chez l'enfant de moins de 8 ans lorsqu'il s'agit de cures courtes, comme c'est le cas là pour les pneumonies à mycoplasme, donc on peut aussi l'utiliser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et je crois que je rebondis un tout petit peu sur la question de Dr Debelex, là, sur la sensibilité de la PCR chez l'enfant. Je me demande s'il n'a pas aussi voulu parler, Cécile, de la spécificité de la PCR, enfin de mycoplasme chez l'enfant. Parce qu'en effet, il y a quand même des tableaux, il y a quand même des tableaux, Attends, Cécile, tu peux couper ton micro juste parce que sinon ça fait me Larsen. Voilà, super. Vas-y. Il y a quand même un portage qui est décrit chez l'enfant, ça dépend un peu des séries, mais on peut voir 17, 20% dans certaines séries. Et je me demande si c'est pas ça qu'il a voulu soulever comme problématique, Dr Debelex, parce qu'il est pédiatre pneumo. Alors, moi, je pense à la sensibilité référentiellement analyse sur la microbiologie. Alors, c'est vrai qu'il y a un portage à pneumonie, d'autant plus on est en période épidémique et qu'il y a une infection. Néanmoins, comme vous avez un tableau indicateur avec un PCR qui est positif. C'est moi qui a moi. Il nous C'est fera moi qui aurais laissé le webinaire sur les mycoplasmes. D'accord. Mais là, il y a personne qui vient en même temps, parle en même temps. Vous m'entendez ou pas? les personnes qui disent que c'est nul, là, là, ils sont pas, mais du coup, c'est pire. Monsieur Biard, vous pouvez couper Madame Duval. Et Cécile, en fait, on confirme qu'on ne t'entend pas très bien. Alors, je ne sais pas si c'est ton micro. Alors, je sais pas comment vous m'entendez mal, donc je vais essayer de parler, vous m'entendez bien là ou pas? Mieux? Je vais arriver dans les qui est clair, c'est qu'il faut absolument accumuler en raison de la PCR à la clinique devant une évocatrice pour prendre en compte son PCR dans le PCR de mycoplasme pneumonie. N'arrive pas la bactériome, les gens. Ils sont des prélèvements. L'hôpital, oui, il Allez couper les sons là. Enfin, ouais. Oui, alors on a des petits soucis entre les gens qui n'ont pas coupé leur micro et le reste, la restitution du son de Madame Bébéard. Mais globalement, en effet, si j'arrive à. Ouais, il y a un souci. Dès qu'on a nos deux micros allumés, Cécile, toi et moi, ça ne va pas. Je ne sais pas comment on peut régler ça. Je ne sais pas comment le faire. Tu as coupé ton micro? Ah non. Je ne sais pas comment le faire sur le téléphone. C'est pas grave de le fermer. Je ne sais pas comment le faire. Monsieur, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez ne pas parler? Voilà, super. Essayez de reparler pour voir si c'est mieux. Vous m'entendez là ou pas? J'écris. Ouais, non, je sais pas, au début ça marche hyper bien. Là ouais, on a un souci. Alors c'est Webex parce qu'on est peut-être trop nombreux. On est passé. Mais globalement, c'était la question du portage, c'est ça qui. Oui, chez l'enfant. Parce qu'on a quand même un pourcentage d'enfants chez qui on retrouve le mycoplasme sans symptomatologie. Et je me demande si c'était pas de ça dont il voulait parler. Après, quand ça se combine avec le tableau clinique dont on a parlé, et qu'il n'y a pas d'autres
d'autres agents microbiens, bon, ben, on est assez certain, mais il y a certains cas cliniques dans lesquels on n'est pas capable de trancher avec certitude. Ouais. Et donc, Cécile, après, peut-être vu qu'il y a un souci de son, voilà, il faut corréler le résultat PCR dans un échantillon ORL à la clinique si le tableau calcaire, voilà, c'est ce que vient de dire Nora, tout le monde est d'accord. Et là, Cécile, alors je suis désolé, peut-être qu'on va te faire solliciter par le chat aussi. Il y avait la question, cette fameuse question qui revient, je crois que je l'ai vue, de la PCR qui reste longtemps positive. Non, le portage, on en a parlé. Voilà, le portage ou la PCR qui reste longtemps positive après une infection. Bon, ben, il y a deux cas de figure. Ouais, voilà, c'est ça. Si le patient est traité, on est d'accord que c'est pas le problème. Je vois que tu acquiesces puisqu'on a déjà eu cette question. Et en effet, si le patient n'est pas traité, c'est le problème de ces gens qui ont un portage asymptomatique qui peuvent éventuellement avoir du mycoplasme, mais c'est quand même très à la marge. Enfin, c'est pas trop le problème. On est d'accord ou pas? J'espère que je dis pas trop de bêtises. Ben, c'est vrai que cette question. Voilà. Si le patient est traité, la PCR est négative assez vite. Bon, on a fait notre propre expérience sur quelques patients hospitalisés, y compris dans des formes très graves. Et c'est vrai que dès qu'on met le traitement antibio, on négative assez vite la PCR. Je pense que les gens font peut-être aussi l'analogie par rapport aux chlamydia ou aux IST, où on sait que ça reste positif. Là, c'est pas le souci. Et les gens non traités, alors en effet, ça peut être des vecteurs, mais comme tout agent infectieux respiratoire, ils peuvent être des vecteurs sans développer des symptômes et avoir des PCR qui restent longtemps positives. Mais ça, voilà, on ne va pas faire des PCR à tout le monde. Voilà. Et comme dit Nora, on ne recontrôle pas la PCR. Et Cécile dit pareil d'ailleurs. Alors, Je pense qu'on va peut-être quand même bientôt conclure. Alors, attends, on a une question. Est-ce qu'il y a une immunité post-infection avec un risque de récidive? Alors Nora, tu veux peut-être répondre? Ah, je suis mieux que toi. Bon, alors Cécile, tu complètes. Est-ce qu'il y a une immunité post-infection? Oui. Donc là, il va y avoir des travaux, je pense, qui vont essayer de le préciser dans le cadre de l'épidémie actuelle. Alors, ça va peut-être aussi dépendre du type de mycoplasme, mais est-ce qu'on peut refaire un mycoplasme? La réponse, je pense, est oui aussi, puisqu'en fait, vous allez faire une infection à un type de mycoplasme pendant l'épidémie X et l'épidémie Z. Quelques années après, ben, vous allez être exposé à un nouveau mycoplasme. Et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a, comme dit souvent Mme Bédard, une dette immunologique, puisqu'on a été pendant 3 années non exposé. Et donc là, on se retrouve avec une immunité qui a complètement baissé. Donc, on a une explosion de ces infections. Enfin, une augmentation on ne va pas non plus faire peur aux gens, de ces infections. Donc voilà, c'est ce que dit Cécile, il y a une immunité avec la souche qui circule, mais c'est pas comme une hépatite, c'est pas comme par exemple certaines infections où vous allez avoir une immunité à vie comme la rougeole. Voilà, c'est la syphilis, vous pouvez en faire plusieurs, l'hépatite C aussi. Donc c'est une immunité très transitoire. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, il n'y avait pas trop d'autres questions, mais moi j'en avais une ou deux à titre personnel, si vous me permettez. Donc j'ai bien compris parce que la PCR, c'est très important, mais nous, c'est vrai qu'en ville, de toute façon, on va pas y avoir accès. Donc pour revenir sur la clinique, je pense que je reprends ma casquette là de médecin du CRATB. Pour faire la distinction entre une pathologie virale, une pathologie à pneumocoque ou une pathologie germatypique, la clinique est importante, le mode évolutif aussi, et du coup pour essayer de convaincre le plus de médecins possible de miser sur une part virale, quelle serait peut-être, Nora, l'évolutivité supposée d'une pneumopathie virale chez un enfant qui peut nous inquiéter, mais il faut se laisser un peu combien de temps pour essayer de réajuster notre stratégie? Oui, très bonne question. La pneumopathie virale, il faut qu'elle soit apyrétique dans les 48 heures, sans traitement. Donc, c'est des enfants, il y a des pneumopathies virales graves, hein, bien entendu. Il y a des pneumopathies AVRS intubées en réanimation, mais ça va vous pousser à aller chercher plus loin. Il va falloir prélever, aller faire des PCR nasopharyngés. Et donc, c'est pour ça que le cut-off de 48 heures, il est bien choisi. Si l'enfant, il est toujours fébrile à 48 heures, il faut se reposer des questions, refaire les radios, et s'il se dégrade, il faut les adresser à l'hôpital.
Tu avais une question? Oui, j'avais une dernière question. C'est important les questions de médecins généralistes ou de pédiatres. Merci, c'est pour ça que je voulais merci pour vos merci au fur et à mesure. Je voulais pas conclure justement avant de poser mes propres questions. Vas-y Vincent. C'était concernant les macrolides, le choix des macrolides, ça on l'a bien compris, mais dans l'ordre de choix des macrolides, donc c'est l'azithromycine qui est quand même pas mal privilégié. On peut dire ça, je pense, adultes et enfants. Et pourquoi? Et je dirais notamment peut-être pourquoi chez les adultes. Sur cette épidémie-là, la Claritro, elle avait quand même été mise en première ligne. Ouais. Et là, il y a des ruptures maintenant en ville, donc on passe sur les deuxièmes lignes. Pourquoi? C'était pas si clair en fait, c'est ce qu'on pourra dire parce qu'elle était, moi j'y étais pas. Vous m'entendez ou pas là? Vous m'entendez ou toujours pas? Un peu mieux. Vas-y. D'accord. Oui, en fait, la Claritro et l'azithromycine sont aussi actives l'une que l'autre. On a privilégié la Claritro en première ligne parce que finalement, l'azithromycine a une très longue demi-vie. Et il y a eu une alerte sur le risque de sélection de résistance de cet antibiotique sur les bactéries en général, parce qu'à cause de cette longue demi-vie, elle peut rester longtemps dans l'organisme à des doses finalement subinhibitrices. C'est pour ça qu'on a préféré mettre la Claritro en premier. Et honnêtement, s'il n'y a pas la clarithromycine, l'azithromycine marche largement aussi bien. Je rejoins Cécile. Est-ce que tu peux couper ton micro du coup, Cécile? Excuse-nous, on te fait à chaque fois faire des. Ouais, je rejoins Cécile en tant qu'infectiologue adulte. Moi, je suis plus azitro pour les raisons qu'on a vues. Bon, après les recos HS, c'était pas vraiment première ligne, deuxième ligne, c'était petit 1 claritro, petit 2 azitro. Ils ne sont pas aussi prononcés que ça, comme certaines recos ont dit première, deuxième ligne. Donc en effet, il ne faut pas hésiter sachant que la durée chez les adultes est la même, chez les enfants, l'azitro, voilà. Donc, en fonction, c'est surtout une panoplie de molécules dans le cas des ruptures actuellement d'approvisionnement. Donc après, c'est vous qui voyez. L'avantage, moi, je trouve de l'azitro, c'est la prise en une fois par jour, quoi. Donc, je trouve que c'est toujours beaucoup plus simple pour l'observance. La crainte, en effet, de voir l'azitro qui reste dans le sang à dose subinhibitrice et qui peut sélectionner des résistances, pas que du mycoplasme, hein, d'ailleurs, avec Cécile, on est bien au courant de ça. Bon, et peut-être là, mais finalement, c'est vrai que les données, tu ne m'as pas posé la question si on en a parlé de la résistance actuelle en France ou Cécile en a parlé. Je ne sais plus, mais on l'a pas très bien entendu. Tu l'as dit, mais voilà, on est pour l'instant plutôt très bas et ça n'a pas l'air de changer trop, mais on a un très petit nombre d'échantillons, on ne peut pas trop conclure. Voilà. Et à ce propos, je ne sais pas si vous, chez l'adulte, ça s'est beaucoup posé, mais nous, on s'est posé la question des fois d'utiliser des alternatives qui pouvaient à la fois traiter le pneumo et à la fois traiter le mycoplasme, type pyostacine chez les plus grands. Ouais. Et ça n'a pas été retenu. Enfin, je ne sais pas quelle est votre façon de faire chez l'adulte, mais nous, on préfère d'abord mettre les bêta-lactamines, voir l'évolution pour pouvoir un peu discriminer et pas utiliser une molécule qui cible les deux. Et c'est exactement ce que j'ai voulu dire, c'est pour ça que je suis passé vite. C'est que nous, par exemple, là, si je parle en tant qu'infectiologue CRATB, c'est qu'on est plutôt aussi dans cette logique, c'est-à-dire de viser d'abord un agent infectieux en fonction de la clinique, même si parfois elle n'est pas toujours simple, c'est-à-dire soit la bêta-lactamine, soit le macrolide, plutôt que de mettre la pristinamycine qui, en effet, marchera sur les deux et avec quand même un impact écologique plus compliqué, peut-être une tolérance moins bonne, notamment chez l'adulte, alors chez l'enfant je ne sais pas, mais nous on est plutôt dans cette logique-là, c'est pour ça que la pristina pour le coup elle apparaît très, très à la fin des recos, mais elle peut être aussi là, donc pourquoi pas, quoi. C'est toujours un peu la pristinamycine, quoi. Autant sur les infections cutanées on l'a bien positionné, voilà. Mais ça s'en est même dans les exacerbations de BPCO ou autres, donc on conclut. Alors, moi, je voulais déjà remercier énormément tous les gens qui se sont connectés. Remercier Nora, remercier Vincent, remercier Madame Bébéard, qui n'était pas à l'ordre du jour, mais finalement, elle a autant parlé que nous. Remercier tous les gentils messages qu'on reçoit. Rassurer les personnes que si tout va bien, parce qu'excusez-nous pour les petits soucis techniques, normalement, le webinaire, on n'est pas aussi fort que la SFM, mais là, le webinaire sera sur le site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, sur la page CRATB. S'il y a un souci, on mettra nos diaporamas en mode PDF. Et merci encore Kittery pour ce gentil message. Et je vais laisser la conclusion à notre maître de cérémonie. Eh bien, c'est gentil. Et j'adore le dernier message là. En effet, horaire et format
tout à fait compatible avec l'activité professionnelle libérale, et ça, c'est ce qui était souhaité. Alors, on vous laisse aussi le choix de nous faire remonter peut-être des envies de sujets en lien avec l'infectiologie, et notamment l'infectiologie libérale. Vous avez mon mail, je pense, tous. Et en effet, tout sera sur on va vous en proposer d'autres. Donc, merci beaucoup. Et on gardera ce format 13-14 parce qu'on voulait faire un sondage sur le format et l'horaire et un sondage sur les sujets. Donc, Vincent a dit les deux choses. Donc, le format, on est très bon. En plus, on a des experts microbio, donc c'est génial. Et puis, on vous souhaite par la même occasion un excellent week-end et en espérant que vous ne soyez pas trop gênés ce week-end par les infections à mycoplasme. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.